Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition. Ils sont morts pour la patrie. Hommage est rendu aux Togolais tombés dans l'attaque du 23 septembre 1986 ce matin à Lomé. Le représentant du chef de l'État, le ministre Awateho Dabalo, a déposé une gerbe de fleurs au monument dressé à la place des martyrs. Le Togo est un pays de paix et le Togo s'oppose à la guerre, quelles que soient ses raisons. Le ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, l'a martelé à la tribune des Nations Unies jeudi dernier. La jeunesse et la paix sont les grands axes de l'intervention du Togo à cette 78e Assemblée générale. 2 journalistes français ont été expulsés cette semaine du Maroc. Il leur est reproché de travailler sans autorisation. Invité de ce samedi, d'abord le professeur Atafei Pewissi, président de l'association Paix durable en Afrique. Il aborde le sujet sur les échéances électorales et les défis de paix durable dans l'espace CEDEAO. Ensuite, entretien complet avec Kenanou Issifou, journaliste. Il raconte les événements du 23 septembre 1986 tels qu'il les a vécus. Vous suivrez également les échos du palais, les sports et la revue de presse. Ils sont morts en défendant le Togo. Ces combattants tombés le 23 septembre 1986 sont honorés ce samedi à Lomé. À la place des martyrs, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement du territoire a représenté le président de la République. Il a déposé une gerbe de fleurs sous la stèle érigée pour servir de lieu de mémoire. Théophile Dandako. La gerbe de couleur blanche, verte, jaune et rouge a été déposée tôt le matin. Elle porte l'écriture « En hommage aux victimes de l'agression terroriste du 23 septembre 1986 ». Tout de blanc vêtu, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, colonel Awateho Dabalo, a accompli ce rituel sous la stèle. Celle-ci portait l'insigne « Ils sont morts pour la patrie ». C'est donc la reconnaissance éternelle du peuple togolais aux combattants. Le représentant du chef de l'État à cette cérémonie a été accueilli à son arrivée par la haute hiérarchie militaire, puis les honneurs militaires. Assis sous la patame, le colonel Awateho Dabalo avait à sa droite le ministre de l'Agriculture Antoine Lekwagbeni et à sa gauche le général de brigade, ministre de l'eau Yark Damahan. D'autres membres du gouvernement comme Calixte Majulba de la sécurité, Folbazi Katari de l'environnement, Achadegi des transports et Dr Lidibesi Kama des sports y étaient. Ils étaient entourés de nombreux officiers des forces armées togolaises FAT. Le dépôt de gerbes de fleurs a été accompagné de la sonnerie aux morts. Puis de l'hymne national, terre de nos aïeux. Date mémorable donc pour notre pays, le Togo. Le 23 septembre 1986, des hommes armés ont agressé la capitale togolaise, Lomé. Grâce à la bravoure des forces armées togolaises, ils ont été mis hors d'état de nuire. Les Loméens témoins et même au soutien des militaires, on en trouve. Vous suivrez en intégralité dans la rubrique Invité un témoin qui nous raconte les événements tels qu'il les a vécus.
78e Assemblée générale de l'ONU, le Togo a livré jeudi son message à la tribune des Nations unies. Le ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, a relevé deux situations. D'abord, concernant le Togo, le ministre a fait l'historique d'un pays dont l'ADN repose sur la paix. Le Togo est un pays de paix et le Togo s'oppose à la guerre, quelles que soient les raisons. Depuis notre indépendance, le 27 avril 1960, jamais le Togo a fait la guerre à ses voisins. Jamais le Togo a agressé ses voisins ou un quelconque pays. Jamais le Togo a servi de base arrière pour une quelconque agression contre un pays frère. Le Togo est un pays de paix. La paix est dans l'ADN du peuple togolais. Le Togo a toujours été un pays de médiation qui favorise le dialogue, la négociation et l'entente entre les peuples et les gouvernements. Le ministre Robert Doucet a ensuite axé son discours sur l'Afrique. La jeunesse africaine est fatiguée de l'esprit suprématiste des Blancs. L'Afrique sait ce qu'elle veut. Les peuples africains et du Sud global sont frustrés car ils se sentent insultés, ils se sentent déshumanisés. Et parfois, ils se demandent, qui donc êtes-vous pour bafouer notre humanité ainsi? Qui donc êtes-vous pour nous mépriser ainsi? Qui donc êtes-vous pour nous humilier ainsi? Notre organisation commune, l'Union africaine, travaille à porter au mieux l'espoir et la voix d'une Afrique blessée qui veut être souveraine, libre et indépendante sur la scène internationale. Mais aussi, nous y travaillons dans le cadre de l'Alliance politique africaine lancée à Lomé au Togo. L'Afrique a besoin d'un partenariat respectueux, de la stricte dignité de chacun. Nous voulons être vos partenaires et non vos sujets. Nous voulons servir nos peuples et non servir des intérêts étrangers. Cette nouvelle dynamique n'est dirigée, et nous le disons et répétons, contre personne. Elle est l'expression d'une Afrique nouvelle, d'une Afrique africaine, africanophone, celle qui se veut libre, souveraine, indépendante et maître d'elle-même. En somme, pour la jeunesse africaine, ces mots sont clairs, c'est ceci, nous sommes fatigués par le paternalisme. Nous sommes fatigués par votre mépris de nos opinions publiques, votre mépris de nos populations et de nos dirigeants. Nous sommes fatigués par votre condescendance. Nous sommes fatigués par votre arrogance. Nous sommes fatigués et nous sommes fatigués. Durant donc cette 78e Assemblée générale, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a appelé à sauver les objectifs de développement durable. Parmi ces 17 ODD, le 6e vise à garantir l'accès à tous pour l'eau. Un point crucial pour le continent africain. Au Togo, beaucoup de ménages vivent en milieu rural dans des zones éloignées que les pouvoirs publics n'oublient pas dans leur stratégie de développement. Geneviève Pognon. La proportion des personnes desservies dans les milieux ruraux en eau potable par rapport à la population totale est de 72%. C'est ce qui ressort du bilan du ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise pour ce qui est des taux de desserte en eau potable fin 2022. Les efforts constants des dirigeants maintiennent ce taux à 54% en zone semi-urbaine et à 67% sur le plan national. Les programmes gérés ces dernières années sont immenses. Hydraulique villageoise, eau et assainissement en milieu rural, programme d'appui aux populations vulnérables, amélioration des conditions sanitaires en milieu scolaire et rural. De 2005 à 2019, on estime que plus de 5000 nouveaux forages équipés de pompes à motricité humaine ont été réalisés en milieu rural sur le territoire. Cette réalisation a fait passer le nombre total de forages à 11 600 en 2019. Aussi,
3200 forages en panne ont été réhabilités, ce qui a porté le taux d'accès à l'eau potable dans ce milieu à 69% contre 21% en 2005. La première phase du projet PASCO a offert de l'eau à plusieurs milliers de personnes et a amélioré leurs conditions d'assainissement. Le programme répond aux besoins en eau potable des écoles primaires de la région des Savanes, des USP et des communautés villageoises environnantes. La phase 2 dans la Kara et les Savanes PASCO 2 est financée à 6,5 milliards de francs CFA. Elle va faire construire 400 forages à raison de 200 forages par région. Pour 2023, le pays a prévu d'injecter 23 milliards de francs au total pour se rapprocher de ses objectifs quinquennaux. Une conférence débat sur les échéances électorales de la paix durable dans l'espace CEDEAO s'est déroulée jeudi à Lomé. C'était dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la paix. À l'issue de la rencontre, plusieurs recommandations ont été formulées à l'endroit du gouvernement. Raoul Tetonyake. Au regard des dynamiques du phénomène et des leçons apprises, plusieurs constats s'imposent. Les réponses purement militaires ou sécuritaires, quoique nécessaires, sont insuffisantes pour lutter à moyen ou à long terme contre l'extrémisme violent. Les parties prenantes demandent donc au gouvernement de promouvoir une gouvernance économique, sociale, politique et judiciaire des États et des collectivités locales. Il faut renforcer les capacités et moyens d'action des différents acteurs publics engagés dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. L'instauration de la confiance et la facilitation du rapprochement entre la population, les communautés et les forces de l'ordre et de sécurité sont également indispensables. L'État doit tracer et faire respecter les couloirs de transhumance pour prévenir les conflits entre agriculteurs et éleveurs. L'approche prévention de la violence au détriment de la gestion est aussi nécessaire. Raoul, nous vous retrouverons au courant de cette édition avec le professeur Atafei Pewissi, président de l'association Paix durable en Afrique, sur le sujet des échéances électorales et les défis de paix durable dans l'espace CEDEAO. C'est dans la rubrique Invité. Célébration des 40 années d'existence de British School of Lomé au Togo, école de référence anglaise britannique. La British School of Lomé est une institution réputée qui assure depuis 1983 une éducation exceptionnelle au Togo. C'est avec joie et fierté que cet établissement commémore cet événement qui durera 4 jours du 21 au 24 septembre prochain. Un reportage de Aimé Abba et Florent Abi. C'est dans cette ambiance qu'est célébré ce 40e anniversaire de présence effective de la British School of Lomé. Élèves, enseignants, parents d'élèves, anciens élèves étaient de la partie. Depuis sa création au Togo en 1983, cette institution a toujours incarné le meilleur, tout en garantissant une éducation bien équilibrée pour les élèves à tous les niveaux. Akif Ashiga Nakvi, directeur de la British School of Lomé. La British School a récemment débuté son centre de langue pour aider les Togolais et toute personne résidant sur ce territoire à améliorer leur anglais. Nous apprécions les efforts du gouvernement et leur entrée dans le Commonwealth. Il faut dire que pour un pays francophone, c'est une très belle chose et nous sommes prêts à aider le pays et tous ses citoyens afin qu'ils améliorent leur niveau d'anglais. L'autre aspect que nous aimerons mentionner, c'est le fait que nous sommes le seul centre au Togo qui vous permet de faire certains tests anglais et ces tests vous permettent aussi d'aller à l'étranger. Alors nous aimerons travailler de concert avec les autorités pour améliorer le niveau d'anglais du pays, l'éducation du pays et le développement en général. La British School est une institution qui est ouverte à toute personne désireuse d'y accéder. Écoutons à nouveau Akif Ashgar. La British School est ouverte à toute personne, de toute nationalité, de tout sexe et de tout niveau d'éducation. La seule chose que la personne doit faire est de venir passer notre test de niveau pour que nous puissions lui placer dans le bon niveau. À part cela, nous donnons des formations en art, en informatique, en robotique, en sport, comme toute autre école. Nous avons plus de 25 pays représentés. Les festivités se poursuivent et se termineront par une cérémonie de gratitude de l'école envers tous ceux qui ont contribué
à son remarquable parcours. Réunion sur le Soudan en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Comment mettre fin aux initiatives pour la paix au Soudan qui se multiplient, se bousculent et se neutralisent les unes les autres. Tous les pays concernés par cette guerre civile se sont retrouvés avec un seul objectif, mieux se coordonner. Cette réunion est une initiative de Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de France, et de son homologue allemande, la ministre verte Annalena Baerbock. Elles estiment que trop de médiation tue la paix. Plus il y a de médiation, plus les belligérants, en l'occurrence le général Abdel Fattah al-Burhan et le général Hamiti, en jouent pour faire semblant de vouloir la paix et pour continuer la guerre. Les participants à cette réunion se sont promis de mieux coordonner leurs initiatives et de se retrouver très prochainement sur le même format, un format qui va être sans doute appelé à durer. Au Maroc, 2 journalistes français ont été expulsés du pays mercredi dans un contexte de relations diplomatiques tendues depuis près d'1 an entre la France et le Royaume. Selon les autorités, Quentin Muller et Thérèse Di Campo travaillaient sans autorisation. Les 2 journalistes expliquent de leur côté que ces autorisations ne sont que très rarement délivrées, ce qui n'a pas empêché de nombreux journalistes étrangers à venir couvrir le séisme d'Al Haouz le 9 septembre dernier. Pour Quentin Muller et Thérèse Di Campo, c'est plutôt le sujet de leur travail qui aurait motivé leur expulsion. Une enquête sur les violences économiques, sociales et le système sécuritaire au Maroc. En Libye, la cité antique Cyrène, construite entre la fin du 7e et le début du 6e siècle avant notre ère, menace de s'effondrer. Les meurtrières inondations survenues dans l'est du pays ont atteint les fondations de l'un des plus grands sites archéologiques grecs. L'eau s'est répandue sur une vaste étendue, même si les dégâts semblent pour l'heure mineurs à première vue. Les monuments historiques dont le temple de Zeus sont encore debout. Autre inquiétude, la nécropole au nord du site a été inondée de centaines de mètres cubes d'eau. Installée sur l'île grecque de Santorin vers 600 avant Jésus-Christ, Cyrène a été l'un des principaux centres du monde classique pendant près d'un millénaire avant d'être largement abandonné à la suite d'un important tremblement de terre en 365 après Jésus-Christ. Écho du palais, des individus à la recherche du gain facile ont tué un bossu. Pour ce faire, riches, ils ont été condamnés à des peines allant de 20 à 45 ans de réclusion criminelle. Retour sur les faits avec Hélène Assabi. Ces inculpés, guidés par le souci de devenir riches, ont assassiné la victime Bakangu Nassanja, un bossu résidant à Ogaro, une localité de Kpendial-Ouest. Ce dernier, qui s'est rendu au marché de Ogaro, n'a plus regagné son domicile et c'est seulement les restes de son corps emballés dans un sac qui seront découverts en brousse en état de décomposition quelques jours plus tard. Le constat de la gendarmerie a révélé des entrailles ouvertes montrant des mutilations et certains organes, dont la bosse de la victime, enlevés. Il a fallu 4 ans pour que l'un des criminels, rongé par le remords suite à la mort d'un membre de la bande, ne soit interpellé. Ce dernier commence alors à dénoncer le réseau. Durant toute la procédure, les inculpés n'ont pas nié les faits. Le parquet, en raison de la gravité des faits, a requis de lourdes peines pour l'ensemble de la bande et demandé l'acquittement de Matiendou, actuellement en fuite, dont la responsabilité n'est pas engagée. Les nommés Lamboni et Guyanoa ont été jugés pour les faits d'assassinat et de trafic d'organes, tandis que Kampend et Korgo Djamba, décédés, sont poursuivis pour complicité d'assassinat et de complicité de trafic d'organes humains. La défense a demandé la clémence de la Cour qui, après délibération, a prononcé les peines suivantes. Tilat et Yendouban ont été condamnés à 40 ans de réclusion criminelle, Nakordja à 20 ans, Moussa à 30 ans et Issifou à 45 ans de réclusion criminelle.
Merci à vous, Hélène Assabi. Nous vous donnons lecture de ce communiqué dont nous venons de prendre connaissance. C'est un communiqué du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale. Il est relatif au prix de vente du ciment. Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale informe la population que les prix de vente du ciment au Togo n'ont connu aucun changement. Il rappelle que les prix de vente plafond par tonne aux consommateurs tels que fixés par le communiqué du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale du 27 octobre 2021 restent inchangés et se présentent comme suit. Ciment Forcia, 80 000 francs la tonne. Ciment Diamond, 80 000 francs la tonne. Ciment Simtogo, 81 000 francs la tonne. Ciment Simco, 81 000 francs la tonne. À cet effet, le ministre exhorte tous les acteurs au strict respect de ces prix sur l'ensemble du territoire national. Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale tient à rassurer les consommateurs que les services techniques du ministère poursuivent leur contrôle sur toute l'étendue du territoire national et les invite à dénoncer toutes les pratiques anormales de commerce au numéro vert 85 opérationnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Rubrique invité à présent, échéance électorale et les défis de la paix durable dans l'espace CEDEAO. C'est le sujet au centre des discussions depuis jeudi à Lomé. C'était dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la paix, une initiative de l'association Paix durable en Afrique et le Centre d'études et de recherche sur les organisations, la communication et l'éducation. Le professeur Atafé Pewissi explique le contenu de cette initiative. Il répond au micro de Raoul Tetonyake. Bonjour professeur. Bonjour monsieur. Quelles sont les actions que les citoyens doivent mener avant, pendant et après les élections? Merci pour la question. Qu'est-ce qu'un citoyen doit faire avant, pendant et après les élections revient à comprendre ceci. Qu'est-ce qu'on est? Quelle est l'identité qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est la profession qu'on exerce? Répondre à cette question-là revient à identifier d'abord ces éléments. Ce qui veut dire que chaque personne sait ce qu'elle est, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle doit faire pour contribuer au bonheur de l'autre dans son environnement immédiat et même dans son environnement lointain. Cela suppose qu'un citoyen qui sait que aimer l'autre est une bonne chose devrait aimer. Un citoyen qui sait que quand on lui pardonne le mal qu'il a fait, c'est bon pour lui, devrait savoir pardonner. Un citoyen qui sait qu'il faut aider, quand on l'aide, c'est bon, devrait aussi apprendre à aider l'autre qui est dans le besoin. Lorsque je suis un cultivateur, je sais ce que je dois faire pour qu'il y ait à manger, puisque je sais que quand il y a à manger, la population qui est autour de moi ou ma famille est en paix. Puisque dans tous les cas, la paix a un nom selon les circonstances et selon les besoins. Que dois-je faire avant les élections? Ce n'est pas parce qu'il y a élection qu'il faut se préparer à quelque chose. Il faut se préparer pour que la vie soit bonne même sans les élections. Il faut se préparer pour que la vie soit heureuse pour soi et pour l'autre, même s'il n'y a pas élection. Donc ce point de départ-là voudrait tout simplement qu'on réajuste nos comportements, qu'on se ravise par rapport à nos missions que nous ne remplissons pas bien, et nous le savons bien, qu'on cherche à comprendre ce qui ressort de nos compétences pour réaliser des travaux. Et là, il faut aussi le noter. Il ne faut pas faire de l'amateurisme. Ce qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas faire. Et il faut le déclarer pour que la bonne personne soit à la bonne place. Ça aussi, c'est une responsabilité. Donc la responsabilité sociale avant les élections voudrait que chacun se sache artisan de paix, artisan du bonheur de l'autre. Et c'est justement cette philosophie-là qui fixe les règles de bonne entente, de solidarité, de compréhension au départ. La société a besoin de ces valeurs pour que l'autre ne se transforme pas en rebelle, pour que l'autre ne se transforme pas en extrémiste violent, pour que l'autre ne se transforme pas en terroriste. Parce qu'il faut le dire, quelles sont les causes du terrorisme, quelles sont les causes de l'extrémisme violent, quelles sont les causes du radicalisme. Identifions toutes ces causes-là au plan social, traitons ces causes-là et on va voir si tous ces maux que nous avons autour de nous persisteront. Que dois-je faire pendant les élections? Pendant les élections, je ne change pas ma citoyenneté.
je suis citoyen, j'appartiens à la cité, je lutte pour la cause de la cité, pour mon bonheur et le bonheur de l'autre. Même si la personne ne me consulte pas pour que je fasse ça pour elle, je dois le faire au nom de l'humanité. Et pendant donc les élections, si ce point de départ est là, si ce comportement de base est acquis, réalisé, ça veut dire que ce qui reste, c'est le respect des règles du jeu électoral. Il faut respecter les règles du jeu électoral. Une fois que les règles du jeu électoral sont respectées, tout le monde est quitte. Et c'est en cela que tout le monde est fier. Je vais juste vous dire ceci. Lorsqu'il y a un examen et que je constate que sur la liste des admis, c'est ceux-là qui me battent naturellement à l'école qui sont là, je suis déjà satisfait parce que je dis, si c'est ces noms-là que je trouve admis et moi je ne suis pas dedans, je suis satisfait parce que au moins je sais qu'eux ils travaillent. Mais si c'est le contraire, vous comprenez qu'il y a de la frustration. L'autre aspect à considérer pendant les élections, c'est que comprendre que gagner n'est pas une finalité par rapport à la paix durable. Si on gagne et on ne s'engage pas à réaliser les promesses, on n'est pas sûr de pouvoir sauvegarder la paix. Si on gagne et cette victoire-là se résume au bonheur individuel, on ne fait rien parce que les autres seront frustrés et quand ils sont frustrés, ils ne pourront pas nous accompagner dans notre programme. Quand je dis frustré, parfois la frustration ne vient pas de celui-là qui a gagné, mais parfois c'est de son entourage qui, au lieu de remplir loyalement leur mission, ont des comportements qui frustrent et qui questionnent celui-là qui a confiance et donc qui a voté. Et je le dis, que ce soit au plan local, c'est-à-dire élection locale, régionale ou à n'importe quelle élection, c'est les principes. Maintenant, avoir raison pendant les élections, cela n'est pas la finalité pour qu'on ait la paix. Quand on a raison, et parfois quand on cherche à avoir raison, la recherche, la lutte, la course pour avoir raison devient les élections. Ce n'est pas la peine que les gens s'engagent dans la violence. Nous sommes ensemble, nous vivons ensemble, et que par principe de vote, on devient des ennemis. Mais d'où est-ce que ça vient? C'est les forces-là qu'il faut anéantir. C'est-à-dire qu'il faut carrément calmer ces velléités, proscrire ces comportements. Parce qu'au final, si le mal que je te fais, parfois si je réussis le mal, je pense que j'ai réussi le mal. Mais je ne comprends pas que si je ne réussis pas ce mal, c'est que Dieu m'aime. Et Dieu voudrait que je vive pour voir le bien que tu vas me faire dans ma vie, pour que je comprenne la nécessité pour moi que l'autre vive pour me compléter là où je suis défaillant. Notre nation demeure la même. Notre cité demeure la même et donc le principe de développement, de croissance, de bonheur, qui est un aspect global, reste. Et on doit donc aller dans ce sens-là après les élections, que de vouloir nous diviser, que de vouloir nous créer des soucis, des ennuis, parce que tel ou tel aurait décidé que ça soit ainsi. Vous avez évoqué le radicalisme et l'extrémisme violent, un défi au développement durable. Que peut-on entendre par là? C'est un défi au développement durable parce que il faut que les gens s'entendent. Il faut que les gens soient dans l'ambiance bon enfant pour que leur union, leur mise ensemble d'efforts, je vais parler de leur synergie, leur complémentarité puisse aider au développement. Le développement, ce n'est pas une seule personne. Vous savez, nous sommes ici, vous êtes journaliste, je ne suis pas journaliste. Il y a d'autres collègues qui ne sont pas enseignants-chercheurs, je suis enseignant-chercheur, d'autres sont là, etc., etc. Je ne peux pas faire votre travail. Or, on a besoin de votre travail pour que ça remplisse une chaîne de développement. Vous avez besoin de mes idées pour que ça remplisse une chaîne de développement. On a besoin du paysan qui cultive pour remplir une autre chaîne du développement. Nous avons aussi besoin de, je ne sais pas, d'un ministre, d'un directeur de cabinet pour signer les papiers. Nous avons besoin d'un maire pour sceller les liens, pour déclarer les naissances, etc. à l'état civil. Donc c'est tout ça là qui constitue le développement. Donc le développement, c'est l'ensemble des chaînes qui font avancer la société. Donc c'est à cela qu'il est important de comprendre que si on ne s'entend pas, on est des radicaux, on se regarde en chien de faïence, c'est difficile de collaborer. Et quand c'est difficile de collaborer, c'est difficile aussi de parler d'un développement durable. Lorsque un pont se coupe de part et d'autre, personne ne peut être utile à l'autre. Voilà un cas de figure pour que les gens comprennent que quand il y a radicalisme, un pont est coupé.
quand il y a extrémisme, il y a un pont qui est coupé. Et ce pont est coupé entre les humains, ce pont est coupé entre les institutions, ce pont est coupé entre les pays, ce pont est coupé entre les groupes régionaux, ce pont est coupé entre les différentes races, ce pont est coupé entre les cultures. Voilà le grand contexte dans lequel on se retrouve par rapport au radicalisme, à l'extrémisme violent. Et là, ça, c'est des situations qui n'arrangent pas le développement, qui n'arrangent pas la paix, qui n'arrangent pas la paix durable. Et quels sont donc les enjeux des échéances électorales, les perspectives pour la consolidation de la paix et des relations humaines? Les enjeux, c'est au fait les difficultés qu'il peut y avoir. Et une fois que nous savons qu'il peut y avoir des difficultés, c'est le lieu de se réunir en amont, de s'unir en amont, d'échanger en amont, de définir les règles du jeu ensemble, de voir ce qu'il y a à faire, chaque individu devrait faire, chaque chef de parti devrait faire, je vais dire parti, président du parti doit faire, en tout cas chaque sensibilité doit faire, et ces sensibilités doivent le faire en concertation. Parce que, après tout, gouverner une nation, ce n'est pas gouverner un individu. Toutes les personnes, toutes les cultures sont ensemble, et c'est en conjuguant les efforts là qu'on peut vraiment parler de développement. La chemise que vous avez portée, elle n'est pas faite par vous-même, elle n'est pas faite par votre papa, par votre maman. Peut-être c'est fait par quelqu'un qui est d'un groupe ethnique autre que le vôtre. Ça veut dire qu'on doit comprendre que tout ce dont on a besoin, on n'a pas ça nécessairement chez soi, c'est chez l'autre. Et Dieu a créé cette différence-là pour qu'on comprenne que le radicalisme, l'extrémisme violent ne sont pas de nature à arranger le développement. Les défis au niveau des élections, c'est comme un match. Quand les règles du jeu ne sont pas bien définies, le match peut ne pas être bon. Quand les règles du jeu ne sont pas respectées, le match peut ne pas être bon. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que je ne dois pas refuser les règles du jeu parce que je ne vais pas gagner, parce que c'est l'autre qui va gagner. Mais je dois respecter les règles du jeu, même si je vois que je serai perdant, mais que la nation profite, le pays profite, la jeunesse profite, les jeunes comme les vieux profitent. La paix est au rendez-vous. J'ai le devoir de suivre, j'ai le devoir de respecter. Parce que si je ne le fais pas, je deviens égoïste. Et c'est l'égoïsme qui crée des difficultés au niveau des élections. Que ce soit au plan local ou au plan national ou international, c'est un avis. Mon professeur, nous sommes à la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez un mot à ajouter? Le mot à ajouter, c'est de vous dire merci. Vous qui cherchez les informations, vous qui tirez les langues des gens qui ont des idées, je vous remercie pour ce travail que vous êtes en train de faire. C'est aussi comme ça qu'on bâtit la conscience. Cette conscience, vous êtes en train de la bâtir. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Merci également à vous, Raoul Tetsoniake. Je vous le disais, date mémorable pour notre pays, le Togo, le 23 septembre 1986. Des hommes armés ont agressé la capitale togolaise, Lomé. Grâce à la bravoure des forces armées togolaises, ils ont été mis hors d'état de nuire. Des Loméens, témoins et même soutien des militaires, on en trouve. David Chakvera, Kenanou Issifou, un confrère, jeune garçon à l'époque, il raconte le vécu avec les militaires de l'état-major général des FAT avant, pendant et après l'agression, cette agression terroriste. Kenanou Issifou, vous êtes journaliste spécialisé en santé et donc professionnel des médias, acteur de la communication, vous officiez sur SOS Docteur TV, ici au Togo. Est-ce que vous êtes fils de ce pays? Je suis togolais de nationalité, fils du pays, né à Lomé et ayant grandi à Lomé. Y a-t-il au moins des gens qui peuvent dire connaître l'un de vos parents au moins? Je suis fils de Issifou Maman, appelé Aladi par la majorité des soldats ayant fait l'état-major général des FAT de 1975 à 1995. Bien, nous vous recevons parce que nous sommes au 23 septembre 2023. Et lorsqu'on dit 23 septembre dans l'histoire du Togo, cela nous rappelle l'agression terroriste du Togo du 23 septembre 1986. Ce 23 septembre 1986, c'était un mardi. Il faut le rappeler, des terroristes ont attaqué notre pays, le Togo, sinon la capitale Lomé. Kenanou Issifou, à l'époque, vous viviez en face de l'état-major général des forces armées togolaises, situé à Agouanivé, à la sortie nord de la ville de Lomé. Question simple, comment viviez-vous avec les hommes entrahis qui travaillaient à l'état-major et au camp Michouin de l'état-major?
Nous vivions en face de ce quartier général des FAT à l'époque, entre la maison du sieur Abbé, un ancien directeur général adjoint de l'ancienne société S3G au sud, et la brasserie Bébé au nord. Notre maison était nez à nez avec l'entrée principale réouverte dernièrement. Seule la nationale numéro 1 séparait notre domicile d'avec l'état-major. Les vestiges sont encore là et font objet de litiges des acquéreurs de l'eau cédés par la communauté Bahaï et notre famille. Mon père, un polygame, avait 2 de ses épouses qui vendaient de la nourriture que les hommes au béret de toutes couleurs confondus venaient manger au petit déjeuner ou au déjeuner. Nos 2 mamans vendaient respectivement des boules d'acassan qu'on appelle communément akpa avec sauce à part, du riz avec du haricot et sauce tomate ou une mbaba. En plus, il y avait du riz et haricots mélangés à la cuisson appelé aïmolu. Certains de ces soldats achetaient à crédit et venaient payer à la fin du mois. D'autres en dehors du déjeuner, qui étaient de garde les nuits, se voyaient offrir gracieusement le dîner. Et ceux qui se sont familiarisés d'avec la maison aussi étaient de la partie. Mon père, un homme très généreux, je m'en souviens encore, hommage lui soit rendu, aimait toujours partager, et particulièrement avec les soldats de l'état-major qu'il trouvait dévoués et garantissaient la sécurité d'Agoye. À une époque, je ne vous dis pas, où il y avait des crimes rituels avec amputation des organes humains, des corps sans vie gisaient parfois dans les rails, juste derrière notre maison et parfois au bord de la route. C'était déjà la terreur. Pas âme qui vivait autour de 18 heures dans les petites ruelles et les sentiers qui traversaient les rails pour aller chercher l'eau dans les quartiers des autochtones installés derrière les rails. Mon père avait donc grandement ouvert ses portes de notre domicile, à nous à l'époque offert par M. Fafadi Johnson, un ancien grand géomètre qui avait loti tout ce quartier. Son ami d'enfance, les 2 ne vivent plus. Hommage à ces 2-là qui nous ont fait montre d'un esprit de famille et surtout la vie en harmonie. Et donc, cette maison était une sorte de ferme pour ce monsieur, avec toutes sortes de cultures, et nous étions entourés de champs de toutes parts. Nous vivions, comme qui dirait l'autre, de la cueillette et de la petite chasse en toute liberté, comme autant que vous pouvez imaginer. Nous avions donc des champs de toutes parts, nous avions donc des champs de maïs, j'allais dire, de manioc, de haricots, de l'arachide et toutes sortes de cultures qui pouvaient pousser sur ces terres paisibles et que mon père n'hésitait donc pas à partager et à offrir aux pensionnaires de l'état-major. Nous vivions donc en harmonie. Nous étions une famille nombreuse et nos sœurs faisaient objet de convoitises, des bérets de différentes couleurs, gradés comme moins gradés, et une de nos sœurs a fini mère du foyer d'un sergent X. Ils ont eu 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. Vous pouvez donc imaginer la vie que nous menions avec les pensionnaires de l'état-major. 23 septembre 1986, racontez-nous comment vous avez vécu cette agression terroriste selon vos souvenirs. Date mémorable, ce jour-là, ce 23 septembre 1986. Je fréquentais l'école primaire publique centrale d'Agoye, juste à côté du stade. Pour ceux qui connaissent, c'est ce milieu. Nous étions à l'école quand subitement, il y avait une débandade, un remue-ménage, des balles qui sifflaient. Je ne sais plus autour de quelle heure, quand on nous a fait sortir et l'on nous a conseillé de rentrer vite chez nous. Ou je ne sais plus si nous nous étions éjectés des classes nous-mêmes. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que c'était vraiment la débandade. Vous pouvez imaginer notre peur, nous qui habitions en face de l'état-major togolais, alors que le pays faisait objet d'une agression terroriste. Notre quartier hautement stratégique, puisqu'il abritait 2 maisons des forces armées togolaises. Donc était contigu entre-temps, nouvellement construit l'ancien Canfir et aujourd'hui appelé, je crois, sous-groupement blindé. Oui, appelé depuis quelques années maintenant Herbra, c'est-à-dire régiment blindé de reconnaissance et d'appui. Et érigé juste à côté de l'état-major. Et l'on pouvait voir des mouvements, on aurait dit, dans des films de guerre à la télé. À la maison, bien qu'apeurés, nous restions curieux de voir ce que faisaient nos amis bérets, qui venaient manger chez nous et nous demandaient de petits services, car nous étions de petits amis, les envoyés, quoi.
Nous étions fiers de côtoyer les hommes en treillis. De temps en temps, les tirs se nourrissaient davantage. Ils se faisaient retentir et l'on aurait cru que les balles ricochaient nos murs. C'était vraiment la terreur, la peur. Nous étions terrés à la maison, aucune nouvelle. Ce dont je me souviens est que certains de nos amis venaient chercher de l'eau dans leurs casques. Surtout ceux qui étaient de garde à la porte, qui étaient plus proches que l'intérieur du camp, encore en arrière-terrain. Ils ne pouvaient bien sûr pas quitter leur poste. Peu à peu, le calme revenait et puis c'était reparti. Jusqu'à ce qu'une certaine accalmie s'installait. L'eau et l'électricité étaient coupées à l'état-major. Je me rappelle, à l'époque, on nous expliquait que c'était pour protéger ce site vital des FAT, qu'ils ne devaient pas se permettre de se faire prendre d'assaut. La maison d'Aladi, donc notre maison, était devenue plus que jamais un lieu de ravitaillement. Chez nous, il y avait des tonneaux bleus, toujours remplis d'eau, pour les besoins de la famille. Ces tonneaux nous venaient donc de la brasserie à côté, soit achetés, soit offerts par les agents qui se sont familiarisés avec nous. C'est donc nous qui portions de l'eau aux officiers, aux soldats, amis de la famille qui étaient réquisitionnés à l'état-major pendant ces jours difficiles. Certains avaient besoin d'eau chaude. Nous étions en septembre, ne l'oubliez pas. C'est une période quand même où il faisait froid. C'était difficile. C'est d'ailleurs à cette époque que j'ai connu, mes frères et moi, pour la première fois, les ascenseurs. C'était bien sûr ceux de l'état-major. En tout cas, nous étions de la maison. En dehors de l'eau, qu'elle soit chaude ou non, qu'est-ce que vous ameniez aussi à ces hommes qui étaient consignés à l'état-major là-bas? Nourriture, eau chaude et parfois couverture. Culture fraîche pour le repas, tout y passait. Mon père ne lésinait pas sur les moyens. Tous les jours, c'était des allées-venues, des allers-retours entre le camp et notre maison. Alors, de ces allers-retours ici et là, quelles étaient les consignes que vous avez reçues des militaires? Les soldats sont venus nous dire de ne permettre à personne de venir se cacher chez nous et de dénoncer tout moindre individu suspect ou tout mouvement qui nous paraissait étranger, ainsi que tout ce qui pouvait quand même nous paraître inhabituel. Et vous, à partir de ce moment, que faisiez-vous pour appliquer ces consignes jusqu'au jour suivant? Nous étions toujours là, à observer, à guetter, à faire un peu de zèle aussi pour dire que nous marquions notre sympathie. Voilà. Jusqu'au jour où un matin, alors que nous allions encore vider nos penses à l'air libre, vous savez ce que c'est, c'était cette époque-là. Comme c'était de nos habitudes, un de mes frères et moi avions remarqué des individus portant des rubans rouges autour de leur tête accroupis dans nos champs, entre les rails et notre maison. Nous nous sommes retirés tout doucement pour venir alerter Aladi, mon père. Et avec lui, j'étais toujours collé à mon père. Nous sommes allés à l'état-major porter l'information. Et un groupe de bérets noirs est venu plus tard avec à leur tête un sergent, 3 chapeaux collés à l'épaule, là où les grades sont ici. C'est là que l'anecdote devient intéressante. Un homme grand, la quarantaine, très élégant, que nous admirons beaucoup. Il avait toujours l'air militaire, je veux dire l'air grave, il était très sérieux. Il nous demande où sont-ils à maintes reprises, ce qui nous étonnait, nous amusait. On pouvait voir la peur sur ce visage-là que nous avions connu, un visage si militaire, et nous nous rendions compte que même le militaire a peur devant l'arme. Il hésitait. Et les 4 autres derrière, ou 5, je ne sais plus, hésitaient également. Il nous disait à voix presque apurée, « Hey, rentrez chez vous, ne restez pas là. » Mais non, notre curiosité, notre attitude de moqueur nous pouvait nous dissuader. Nous voulions vivre le live. Et imaginez s'il y avait des smartphones et les réseaux sociaux à l'époque. C'était rigolo de voir à quel point ils avaient peur. Et finalement, un d'entre eux, un sang-chaud que nous connaissions bien, décide à un moment donné de percer les herbes avant que le chef et les autres ne suivent. Ce sang-chaud, je me rappelle encore, furieux. Il vociférait. C'est ici qu'on voit vos grades au lieu de donner l'ordre. Ou prendre le devant, vous êtes là. Pendant ce temps, et si l'ennemi est encore là, ne nous a-t-il pas déjà abattus? Dans un français militaire, bien sûr. Ouais. Finalement, leur recherche était infructueuse et n'avait rien donné. Car l'ennemi, entre-temps, s'était déjà retiré. C'est vrai qu'en se moquant, notre peur grandissait. Et nous commencions à nous poser la question si nous n'allons pas être la cible de ces ravisseurs-là qui sont venus semer la panique au Togo. Et après les jours suivants, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Les jours passaient et chaque soir, notre vie, notre nouvelle aventure avec nos nouvelles tâches
de porteurs d'eau et de nourriture se poursuivait avec joie car on allait encore prendre les ascenseurs et nous balader dans ce beau bâtiment qui se nichait au milieu de ce feuillage dont les pensionnaires étaient devenus nos frères jusqu'au rétablissement de la situation. Et donc les choses se sont normalisées après, c'est bien cela? Tout était devenu calme, peu à peu la situation s'est normalisée. Voilà donc mes souvenirs quelque peu vagues de ce jour-là et des jours qui ont suivi. Kenanou Issifou, leçon à retenir de cette disponibilité d'une famille aux côtés des éléments des forces armées togolaises en service à l'état-major général en 1986 à l'attaque du 23 septembre de Lomé. Mon père, Issifou Mama, alias Saladi, fils de Issifou Sodo, aura donc été pourvoyeur de nourriture et a participé à l'effort de guerre, manifestant son élan légendaire de solidarité à la défense de la patrie. C'est avec fierté que nous, ses filles et fils, avons participé à cette belle aventure que je partage avec bonheur. Que c'est bien de collaborer avec les forces de défense et de sécurité. C'est ce que nous devrions faire, surtout en ces temps de terrorisme qui court, quels que soient nos ressentis, nos mécontentements. Je crois que cela y va de notre sécurité. Kenanou Issifou, le 23 septembre 1986, vécu et raconté par vous au micro de Radio Lomé. Merci. Je vous remercie. Les sports, tout de suite, Maracana. Il quitte Lomé ce dimanche pour Grand Popo au Bénin. Les joueurs de Maracana du Togo participent à la CAN 2023. En conférence de presse hier, les ambitions du Togo à cette édition ont été dévoilées par Abochi, deuxième vice-président de la Fédération togolaise de Maracana. On est prêt parce qu'on s'est levé un peu tôt. Donc on est prêt, soyez confiants. À l'endroit des joueurs, nous les avons vraiment promis des primes pour les encourager, un bon accompagnement. Le Grand Popo, c'est à côté, quelques kilomètres. Le public peut nous accompagner, ça nous ferait plaisir. Mais on est en train de penser aux supporters. Les supporters seront situés pour leur voyage. On n'est pas des novices. Le Togo en a déjà remporté 3 trophées. Covid et après Covid, on n'a pas participé. Aujourd'hui, on participe avec les joueurs. Surtout la catégorie super senior, on est confiant. Si on ne revient pas avec les deux, au moins avec un. La revue de presse à présent, les nouvelles conditions de l'ARCEP sur l'exploitation des Wi-Fi zones, les priorités du ministère des enseignements primaires et secondaires pour la réussite de l'année scolaire 2023-2024 et le manque de carburant en début de semaine sont entre autres sujets développés par les parutions. La revue de presse, c'est avec Léontine Atogima. Plus de peur que de mal, le carburant est de retour sans augmentation du prix à la pompe. C'est le journal du Togo qui rassure qu'il n'y a pas effectivement de hausse de prix. À qui profiterait la marge du surprix s'il y en avait? C'est la question que se pose Tampa Express. Pas aux populations, selon les analyses du journal en relevant l'impact du prix du carburant sur leur quotidien. Le prix du carburant à la pompe impacte sur les tarifs de transport urbain et interurbain qui agissent à leur tour sur la flambée des prix des produits de première nécessité. Le contexte de l'augmentation généralisée des prix du panier de la ménagère repose aussi sur les prix des produits pétroliers, ajoute la parution. Cette pénurie de carburant en début de semaine est un spécial baptême de feu de la ministre en charge du commerce, Madame Kaimi Vedor, remarque Dunia Le Monde. Dunia Le Monde relève qu'à peine installée dans le département du commerce, suite au remaniement ministériel, la ministre s'est confrontée à l'une des plus graves crises d'approvisionnement de produits pétroliers. Malgré le communiqué rassurant de la ministre, les consommateurs sont restés sur leur soif, toujours à la recherche des vraies causes de cette pénurie. Selon toujours Dunia Le Monde, le gouvernement par le passé avait rassuré la population que l'importation du carburant se fait chaque 3 mois par les services compétents. À cela s'ajoute le stock d'alerte et de sécurité. Alors, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour qu'on arrive à cette situation, s'interroge l'hebdomadaire.
Fort heureusement, la situation s'est normalisée avant la reprise des classes ce lundi 25 septembre. La rentrée scolaire 2023-2024, c'est ce lundi et le ministère en charge des enseignements primaires, secondaires et techniques a déterminé les priorités de l'année scolaire. Il s'agit entre autres du recrutement d'élèves professeurs, de l'élaboration de manuels de sciences et de citoyenneté, du renforcement des allocations en ressources humaines, de l'articulation entre les niveaux d'enseignement qui consiste à des stratégies pédagogiques favorisant la transition en 6e et de l'introduction de l'anglais au cours primaire, cite le dialogue. Selon le ministre Dodi Kokoroko, cette décision vise à préparer les jeunes élèves à développer des compétences linguistiques et communicationnelles en anglais. Un autre volet de l'adhésion du Togo au Commonwealth, souligne Méga Info. La même parution révèle que l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP conditionne la fourniture des services Wi-Fi Zone. En quoi ces conditions sont-elles draconiennes pour le dialogue? Le journal rapporte que l'ARCEP met fin aux liaisons radioélectriques via les équipements avec fréquence radioélectrique. L'autorité interdit également l'implantation de pylônes en vue de la fourniture des services Wi-Fi Zone, poursuit-il. L'hebdomadaire ajoute enfin que les exploitants de Wi-Fi Zone sont tenus de prendre toutes les dispositions techniques ou organisationnelles pour identifier leurs clients ou utilisateurs de leurs services. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Merci à tous de nous avoir suivis et surtout merci pour votre patience. Une édition un peu plus longue que d'habitude.